À quelques heures seulement de l'un des matchs les plus importants de l'histoire de la Ligue des Champions, quelque chose d'inédit vient de se produire. Quelque chose qui a laissé le monde du football bouche bée. Une décision d'un entraîneur qui, en apparence, semble anodine, mais qui, une fois analysée, une fois comprise dans toute sa portée, ne laisse qu'une seule question en tête. Une question si inconfortable, si explosive, si chargée d'histoire et d'obscurité, que le président du club le plus puissant du monde a décidé d'y répondre publiquement, sans aucun filtre. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. Que s'est-il passé ce matin? Qu'est-ce qui a déclenché toutes les alarmes? Qu'a fait un entraîneur pour provoquer la réaction la plus explosive que nous ayons vue depuis des années? Cet entraîneur a-t-il des antécédents avec le sujet le plus sombre du football moderne? Et le Real Madrid, ce Madrid qui pointe du doigt, a-t-il vraiment les mains propres? Parce qu'à la fin de cette vidéo, nous allons ouvrir une boîte que personne ne veut ouvrir. Nous allons parler des affaires de dopage du City, des affaires du Madrid, de Pintus et de ses milkshakes, de la Juventus des années 90, de tout ce que les médias cachent depuis des années. Restez jusqu'à la fin, car cela va devenir très sombre et très intéressant. Si vous êtes un vieux supporter du Barça, aujourd'hui, vous allez vous régaler. Commençons par le contexte. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut d'abord saisir l'importance du match de demain. Nous sommes à la veille du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid au stade Etihad. Le Madrid arrive avec un avantage de 3-0 lors du match aller au Bernabéu, grâce à ce triplé historique de Valverde, déjà entré dans l'histoire de cette compétition. Le City doit remonter 3 buts dans son stade pour se qualifier en quart de finale. 3 buts d'écart en 90 minutes contre un Madrid qui, lorsqu'il joue librement, en équipe, sans contrainte, est l'une des meilleures équipes d'Europe. La pression sur le City est maximale. La pression sur Guardiola est maximale. Toute la semaine, les médias anglais ont analysé comment le City pourrait renverser ce résultat, ce que Guardiola doit faire pour changer la dynamique du match, quel système adopter pour marquer suffisamment de buts et renverser une éliminatoire qui, après le match aller, semblait presque scellée. C'est le match le plus important de la saison pour le City, celui qui peut sauver ou ruiner définitivement une saison déjà très compliquée, avec une équipe loin de son meilleur niveau, des résultats bien en dessous des attentes pour un club qui dépense autant en transferts et en salaires chaque été. Il faut comprendre ce que ce match représente personnellement pour Guardiola. Depuis des années, il tente de remporter la Ligue des Champions avec le City. Il l'a gagnée une fois en 2023, et depuis, l'équipe n'a plus été aussi proche de réitérer l'exploit. Chaque saison, un nouveau projet est construit, des centaines de millions sont dépensés en transferts, toutes les positions sont renforcées, et chaque saison, le City finit par tomber plus tôt que prévu en compétition européenne. Guardiola est à un stade de sa carrière où il doit prouver qu'il peut encore gagner la Ligue des Champions, qu'il a toujours les réponses pour remporter le tournoi le plus difficile au monde. Et cette confrontation contre le Madrid, avec 3 buts à rattraper, est probablement son plus grand défi de ces dernières années. Dans ce contexte de pression maximale, avec le match de demain à l'horizon et l'éliminatoire en jeu, Guardiola fait aujourd'hui quelque chose que presque aucun entraîneur n'a fait dans l'histoire récente de la Ligue des Champions dans une telle situation. Il annule l'entraînement officiel de la veille du match. Dans une décision totalement inédite, Guardiola renonce à l'entraînement classique que tous les clubs effectuent la veille d'un match de Ligue des Champions. Cet entraînement, qui comprend généralement 15 minutes ouvertes à la presse, permet à l'entraîneur d'effectuer ses derniers ajustements tactiques et constitue une partie fondamentale de la préparation de toute équipe dans la plus grande compétition européenne. Guardiola l'annule. Ses joueurs auront un jour de repos. Ils ne s'entraîneront pas. Le City a bien travaillé hier dimanche dans ses installations, mais l'entraînement officiel d'aujourd'hui, celui de la veille du match avec la presse présente et les protocoles habituels de l'UEFA, n'aura pas lieu. Cela soulève une question très précise, une question que nous nous posons tous, mais que personne dans les médias anglais n'ose formuler à voix haute. Pourquoi annuler l'entraînement officiel la veille du match le plus important de la saison? Guardiola a déclaré que ses joueurs ont besoin de se reposer, que ce jour de congé leur fera du bien mentalement, qu'il a déjà appliqué cette tactique avant le match contre le Borussia Dortmund en novembre, et que le résultat, 4-1 pour le City, a validé cette décision. Il s'agirait d'une décision purement tactique et de gestion de groupe, car parfois les joueurs ont plus besoin de déconnecter que de s'entraîner. Il a confiance en ce que ses joueurs seront prêts demain, indépendamment de ce qu'ils feront aujourd'hui. Cela peut être vrai, bien sûr. Les entraîneurs prennent des décisions basées sur leur expérience et leur connaissance du groupe. Et Guardiola a plus d'expérience que presque n'importe qui dans ce sport. S'il dit que ce jour de repos est bénéfique, il a des arguments pour le justifier, basés sur ce qu'il a vu fonctionner auparavant.
Mais il y a une autre explication. Une explication que Florentino Pérez a décidé de verbaliser aujourd'hui avec une clarté et une fermeté qui ont laissé tout le monde sans voix. Une explication qui a trait à quelque chose de bien plus sombre que la tactique et le repos mental. Quelque chose que nous allons vous raconter maintenant, mais qui nécessite un peu plus de contexte pour en comprendre la véritable dimension et le poids historique, car il existe un lien entre les entraînements officiels en Ligue des Champions et les contrôles antidopage, essentiel pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. En Ligue des Champions, l'UEFA effectue des contrôles antidopage de manière routinière. Ces contrôles ont lieu après les matchs, mais peuvent aussi être réalisés lors des entraînements officiels précédents. Lorsqu'une équipe effectue un entraînement officiel selon les protocoles de l'UEFA, les agents antidopage ont accès à l'équipe et peuvent effectuer des contrôles surprises sur les joueurs. C'est une partie du protocole standard de la compétition, une partie du système qui est censé garantir l'intégrité du sport le plus populaire au monde. Et lorsqu'une équipe annule cet entraînement officiel, lorsqu'elle décide que ses joueurs auront un jour de repos et qu'il n'y aura pas de séance avec la présence de la presse et des protocoles habituels de l'UEFA, ces contrôles potentiels ne sont pas réalisés. Pas d'entraînement, pas d'accès pour les agents antidopage, pas de contrôle surprise. Le système de contrôle perd cette fenêtre d'accès que l'entraînement officiel fournit. Si vous ne vous entraînez pas, il n'y a pas de contrôle. C'est aussi simple que cela. Et c'est là que réside la bombe. Florentino Pérez a explosé. Le président du Real Madrid a lancé une accusation qui a ébranlé le monde du football jusqu'à ses fondements. Florentino accuse Guardiola de préparer ses joueurs avec des substances qui ne passeraient pas un contrôle antidopage surprise, de doper son équipe en vue du match le plus important de la saison et d'avoir annulé l'entraînement officiel précisément pour éviter que ces contrôles ne soient effectués avant le match. La phrase qui résume toute cette situation a été prononcée par les supporters madrilènes eux-mêmes, avec une ironie qui vaut mieux que 1000 analyses. Aujourd'hui, les stocks de toutes les pharmacies de Manchester sont épuisés. Demain, Rodri sans sourcils et Bernardo radioactif. Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend, car si le City annule l'entraînement pour éviter les contrôles et que demain, ils sortent sur le terrain en courant comme s'ils avaient 20 ans, si soudain Bernardo Silva apparaît en dribblant la moitié de l'équipe à la 97e minute avec 15 km dans les jambes, personne ne pourra dire qu'on ne les avait pas prévenus. Et ce n'est pas seulement l'humour des supporters madrilènes. Derrière ces blagues se cache une accusation très sérieuse, qui a un historique très concret. Un historique que les médias anglais minimisent depuis des années, mais qui existe, est documenté, et que nous allons détailler maintenant, avec des noms et des dates, sans rien laisser de côté, car cela ne commence pas aujourd'hui, cela remonte à loin. Le cas le plus révélateur, celui que Guardiola n'a jamais pu expliquer de manière satisfaisante, s'est produit en 2019 et a laissé tout le monde avec une question sans réponse, qui plane encore aujourd'hui. En 2019, Manchester City avait dans son effectif Riyad Mahrez, l'un des meilleurs ailiers du monde à l'époque, tout juste champion d'Afrique avec la sélection algérienne lors de la Coupe d'Afrique. Mahrez est revenu à Manchester plein d'énergie, plein de confiance, à l'un des meilleurs moments de sa carrière. Et Guardiola a pris la décision de l'écarter d'un match important de l'équipe, non pas pour une blessure, ni pour une décision tactique liée au jeu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, la réponse de Guardiola a été si frappante, si impossible à ignorer, que les médias du monde entier l'ont reprise avec la même incrédulité et la même question en tête. Guardiola a déclaré qu'il était risqué de soumettre Mahrez à un contrôle antidopage, car ses médecins ne disposaient pas d'informations complètes sur les substances que la sélection algérienne aurait pu lui administrer pendant la Coupe d'Afrique. Attendez une minute et réfléchissez bien. L'entraîneur de Manchester City, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football moderne, écarte l'un de ses meilleurs joueurs parce qu'il a peur qu'il soit positif à un contrôle antidopage, non pas parce qu'il est blessé, ni parce qu'il a une gêne physique qui l'empêcherait de performer, mais parce qu'il a peur d'un contrôle antidopage. Que vous dit cela sur la manière dont le City gère le corps de ses joueurs? Que vous dit cela sur les protocoles médicaux qu'ils utilisent en interne? Si vous avez peur qu'un joueur soit positif à un contrôle, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne devrait pas y être. Il n'y a pas d'autre explication logique possible. Et Guardiola l'a dit lui-même, avec son nom et son visage, lors d'une conférence de presse officielle devant les médias du monde entier. Ce n'était pas une fuite anonyme, ni une rumeur de vestiaire, ni une insinuation d'un journaliste avec un agenda caché. C'est l'entraîneur lui-même qui l'a dit à voix haute devant tout le monde. Cette phrase, cette confession involontaire de Guardiola en 2019, est exactement le type de précédent que Florentino Pérez a en tête lorsqu'il accuse aujourd'hui le City de doper ses joueurs avant le match de demain. Ce n'est pas une accusation sortie de nulle part. Elle a une histoire, un contexte, des antécédents qui la rendent bien plus crédible que ce que les médias anglais veulent bien laisser paraître. Ensuite, il y a le contexte plus large de la Premier League et du dopage ces dernières années,
car l'affaire Mageste n'est pas un incident isolé dans le football anglais. En 2024, la Premier League a été obligée de durcir considérablement ses règles antidopage après une série de cas qui ont révélé que le football anglais avait un sérieux problème avec ce sujet, problème qui avait été ignoré pendant trop longtemps. L'un des cas les plus médiatisés a été celui de Mudryk, du Chelsea, qui a été contrôlé positif et a provoqué un énorme scandale en Angleterre. Et il n'a pas été le seul. Il y a eu d'autres joueurs, d'autres positifs, d'autres irrégularités qui ont montré que le système de contrôle antidopage en Premier League ne fonctionnait pas correctement et qu'il y avait trop de lacunes permettant à certaines choses de passer inaperçues. Et dans ce contexte de renforcement des contrôles, de surveillance accrue, d'inspection surprise et d'un système plus rigoureux, le Manchester City de Guardiola a commencé à rencontrer de sérieux problèmes dans ses résultats. L'équipe qui, pendant des années, avait été une machine parfaite, dominant la Premier League avec une régularité que beaucoup jugeaient antinaturelle compte tenu du niveau de ses adversaires, a soudainement remporté un seul match sur les 12 derniers. Un club qui dépense 400 millions chaque saison en transfert, qui dispose des meilleurs joueurs du monde, entraîné par un homme que beaucoup considèrent comme le meilleur stratège de l'histoire, voit soudainement ses résultats s'effondrer. Les joueurs qui couraient sans fin ne courent plus de la même manière, la condition physique qui semblait surhumaine ne l'est plus, coïncidant exactement avec le durcissement des contrôles antidopage en Premier League. Est-ce une coïncidence? Bien sûr, cela peut l'être. Dans le football, il y a des passages à vide, les équipes traversent des périodes de moindre performance, les joueurs connaissent des moments de baisse de régime. Tout cela est vrai et doit être reconnu. Mais la coïncidence temporelle est si parfaite, si exacte, si impossible à ignorer pour quiconque veut regarder les faits avec objectivité, qu'il est difficile de ne pas se poser de questions. Dopage physique, dopage arbitral et dopage financier. C'est ce que disent de plus en plus de voix, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Angleterre, lorsqu'elles parlent du City de ces dernières années. Et bien qu'il faille être rigoureux et ne pas faire d'affirmations qui ne peuvent être prouvées, les faits sont là, pour ceux qui veulent les voir. Et le City, en plus, a 115 chefs d'accusation en suspens pour fair play financier en Premier League. 115, un nombre accablant pour un club qui est censé jouer selon les règles. On parle de dopage financier. Et lorsque l'on associe le dopage financier aux questions sur le dopage physique, l'image qui émerge du City de Guardiola est, pour le moins, compliquée. Mais voici la partie la plus intéressante et la plus inconfortable de toute cette histoire, la partie que les supporters du Barça apprécient avec une immense satisfaction, mais qui nous oblige aussi à être honnêtes et à regarder des deux côtés. Parce que si nous parlons des antécédents de Guardiola et du City en matière de dopage, nous devons aussi parler des antécédents du Madrid. Car le Madrid, ce Madrid qui pointe aujourd'hui du doigt Guardiola, n'a pas exactement les mains complètement propres sur ce sujet. Et l'hypocrisie de Florentino accusant Guardiola a une ironie particulière lorsque l'on regarde ce qui s'est passé au sein même du Madrid au fil des ans. Commençons par le cas le plus connu et le plus documenté, celui de Sergio Ramos en 2017. Après la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus, l'un des matchs les plus importants de cette saison-là, Ramos a passé un contrôle antidopage, comme c'est l'usage après les grands matchs de la compétition. Et dans l'échantillon, on a trouvé de la dexaméthasone, un corticoïde figurant sur la liste des substances interdites en compétition par l'Agence mondiale antidopage. Ce n'est pas une substance mineure, ce n'est pas quelque chose que l'on prend sans savoir ce que c'est. La dexaméthasone est un médicament puissant utilisé pour réduire l'inflammation et la douleur, et son utilisation en compétition est expressément interdite car elle peut améliorer les performances sportives en permettant à l'athlète de concourir sans ressentir la douleur qui, autrement, le limiterait. Le club a argumenté qu'il s'agissait d'une injection intra-articulaire autorisée pour des raisons médicales, mais qu'il y avait une erreur administrative dans la documentation remise à l'UEFA, une erreur de papier. La substance était là, mais les papiers n'étaient pas en règle. Quelle coïncidence opportune lors du match le plus important de l'année. L'UEFA a classé l'affaire sans suite et il n'y a pas eu de sanction, mais le précédent est resté à jamais dans l'histoire de ce sport. Un joueur du Madrid avec une substance interdite dans son échantillon de contrôle antidopage après la finale la plus importante de la saison. Classé sans suite, oui, sans sanction, oui, mais cela s'est produit. Et ce n'est pas le seul cas de Ramos avec les contrôles antidopage. En 2018, lors d'un match du Madrid contre Malaga, Ramos a pris une douche avant le contrôle antidopage, ce qui viole de manière évidente et basique le protocole standard. Lorsqu'un joueur est sélectionné pour un contrôle antidopage, il ne peut pas se doucher avant de le subir. C'est un protocole que tous les joueurs professionnels connaissent par cœur depuis qu'ils sont dans le football d'élite. C'est aussi basique que de connaître les règles du hors-jeu. Et Ramos a pris une douche avant le contrôle.
Il n'y a pas eu de sanction non plus. Une autre coïncidence très pratique. Et puis il y a Antonio Pintus, le préparateur physique du Madrid à plusieurs reprises. L'homme que les joueurs eux-mêmes appellent le sergent, en raison de la dureté extrême, presque inhumaine, de ses entraînements. Celui qui est responsable du fait que le Madrid courait plus aux 80e et 90e minutes qu'aux 20 premières minutes du match. L'artisan de ces remontées impossibles en fin de rencontre qui, pendant des années, ont laissé toute l'Europe bouche bée et avec des questions que personne ne voulait poser à voix haute. Les milkshakes de récupération de Pintus sont devenus une légende au sein du vestiaire du Madrid et en dehors. Les séances physiques extrêmes, les pics de performance en Ligue des Champions qui semblaient presque surhumains pour des joueurs qui avaient plus de 80 matchs dans les jambes en une saison de 10 mois, la capacité du Madrid à courir plus dans les dernières minutes que n'importe quel adversaire venu au Bernabéu. Tout cela porte la signature de Pintus, et tout cela a généré pendant des années une question qui planait dans l'air, mais que personne dans les médias proches du Madrid n'osait poser clairement. Il n'y a jamais eu de contrôle positif lié à Pintus, jamais d'enquête officielle l'impliquant dans une affaire de dopage, mais il y a quelque chose dans son historique qui est, pour le moins, frappant pour quiconque veut l'analyser honnêtement. Avant d'arriver au Madrid, Pintus a travaillé à la Juventus des années 90, cette Juventus qui dominait physiquement toute l'Europe d'une manière qui suscitait à la fois l'admiration et de nombreux soupçons, qui a atteint 3 finales consécutives de Ligue des Champions, qui avait un rendement physique clairement supérieur à celui de ses adversaires dans les moments les plus exigeants de la saison. Et cette Juventus a été enquêtée par la justice italienne pour l'utilisation systématique de substances médicales visant à améliorer les performances de ses joueurs. Une enquête longue, complexe, qui a duré des années et qui a ébranlé le football italien jusqu'à ses fondements. Le médecin du club, Riccardo Agricola, a été accusé d'administration indue de médicaments. On a parlé d'EPO, d'hormones de croissance, de substances qui, à l'époque, n'étaient pas clairement réglementées, mais qui amélioraient de manière significative la capacité physique des sportifs qui les consommaient. L'enquête a duré des années, ce fut un énorme scandale en Italie, et bien que la condamnation ait finalement été annulée en appel car l'utilisation d'EPO n'a pas pu être prouvée de manière concluante, le processus judiciaire a existé et le doute plane à jamais sur cette Juventus et sur tous ceux qui faisaient partie de son staff technique. Pintus n'a pas été accusé directement, il était le préparateur physique, pas le médecin, mais il était là. Il faisait partie de ce staff qui, pendant des années, a dominé physiquement toute l'Europe d'une manière qui soulevait plus de questions que de réponses. Puis il est arrivé au Madrid. Et les joueurs du Madrid ont commencé à courir comme s'ils avaient 20 ans à la 90e minute des matchs de Ligue des Champions, et le Madrid a commencé à remonter des matchs qui semblaient perdus dans les dernières minutes, tandis que les adversaires restaient sans jambes et que le Madrid continuait à courir. Une autre coïncidence très intéressante que personne dans les médias proches du club n'a jamais voulu analyser avec la même rigueur que les cas du City ou d'autres équipes. Et voici l'hypocrisie parfaite du football moderne. Florentino accuse Guardiola de doper ses joueurs et a des arguments pour le faire. Le Camarez, l'annulation de l'entraînement d'aujourd'hui, la chute du City coïncidant avec le durcissement des contrôles en Premier League. Mais Guardiola pourrait pointer Florentino du doigt et lui dire exactement la même chose avec des arguments tout aussi solides. Le cas Ramos, les milkshakes de Pintus, l'historique de la Juventus où travaillait le préparateur physique du Madrid, les remontées impossibles dans les dernières minutes. Les deux se lancent des pierres depuis des maisons de verre, les deux ont des antécédents qui ne résistent pas à un examen très rigoureux, et le football continue d'avancer comme si de rien n'était, avec ses stades pleins, ses millions de droits télévisés et ses supporters profitant du spectacle sans trop vouloir réfléchir à ce qui peut se cacher derrière tout cela. Pour les vieux supporters du Barça qui suivaient ce football depuis des décennies, cette situation vous sera très familière, car le Barça a toujours été le club pointé du doigt, remis en question, celui qui doit constamment prouver que tout ce qu'il fait est propre. Toute performance physique exceptionnelle du Barça a immédiatement suscité des soupçons et des accusations sans preuve. Messi courant comme personne à 34 ans, Xavi et Iniesta ne se fatiguant jamais pendant 90 minutes, le pressing de Guardiola au Barça, qui laissait les adversaires complètement sans jambes en seconde mi-temps. Tout a été suspect pour certains, tout a été remis en question, et le Barça, avec toute cette suspicion, cette pression constante de devoir prouver sa propreté, n'a jamais eu de cas comme celui de Ramos. Il n'a jamais eu de préparateur physique avec les connexions de Pintus. Il n'a jamais annulé un entraînement officiel pour éviter des contrôles la veille d'un match de Ligue des Champions. Il faut aussi le dire clairement. Et demain, le football sera joué. Demain, le City devra remonter 3 buts au Madrid à l'Etihad. Demain, Guardiola devra trouver des réponses tactiques face à un Madrid qui, sans Mbappé, sans contrainte, jouant en équipe, est l'une des meilleures équipes d'Europe et qui arrive avec une confiance à toute épreuve après le 3-0 de l'aller. Demain,
Nous verrons si Valverde peut maintenir son niveau du match aller ou si le Madrid peut tenir et se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Et demain, nous verrons si les joueurs du City, qui ont eu un jour de repos aujourd'hui, entreront sur le terrain avec une énergie qui ne s'explique pas seulement par le repos, avec une résistance physique qui va au-delà de ce que toute préparation conventionnelle pourrait générer en 24 heures. Et si Bernardo Silva apparaît à la 90e minute en courant comme s'il venait de sortir du vestiaire, vous saurez ce que cela signifie. Vous saurez pourquoi Guardiola a annulé l'entraînement officiel d'aujourd'hui. Vous saurez pourquoi les pharmacies de Manchester ont connu un lundi très mouvementé. Et vous saurez pourquoi Florentino Pérez était si furieux ce matin lorsqu'il a appris la décision de Guardiola. Depuis les gradins, les yeux grands ouverts et sans aucun filtre. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons ici chaque jour. Et vous, qu'en pensez-vous? Florentino a-t-il raison d'accuser Guardiola? Pensez-vous qu'il y a quelque chose de trouble derrière l'annulation de l'entraînement d'aujourd'hui? Et pensez-vous que le Madrid peut tenir à l'Etihad demain et se qualifier en quart de finale? Laissez vos commentaires, car le débat va être très animé aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer et suivez-moi sur Twitter où je réagis au match en direct. Le lien est dans la description. C'était Depuis les gradins. À la prochaine vidéo.